Je me suis interrogée sur la notion de réparation. On parle souvent de tourner la page, de pardonner, de reconstruire. Mais certaines histoires ne demandent pas à être réparées. Elles demandent à être reconnues pour ce qu'elles ont été, puis laissées à leur juste place. Je n'avais pas besoin d'une reconnaissance tardive pour avancer, j'avais besoin de cohérence. Il restait une tristesse, bien sûr, celle des choses qui n'auront jamais lieu, des conversations honnêtes qui n'ont pas existé, d'une égalité qui aurait pu être, mais qui n'a jamais été envisagée. Alors, cette tristesse n'était pas une blessure ouverte. Elle était une ligne fine, intégrée, qui me rappelait le prix de ce que j'avais accepté trop longtemps. Je savais aussi que la liberté tardive a un coût. Les habitudes à réinventer, les silences à habiter seuls, les fêtes vécues autrement. Mais ce coût n'était plus une punition. Il était le prix juste d'une vie qui m'appartenait enfin. Et je l'acceptais sans amertume, parce qu'il n'y a pas d'âge pour se choisir. J'ai repris mon carnet. J'y ai relu quelques phrases écrites dans les nuits d'insomnie, quand tout s'alignait enfin. Je me suis rendu compte que je n'écrivais plus pour comprendre le passé, mais pour transmettre une permission. Pas un règlement de compte. Une possibilité. Celle de ne plus se taire pour préserver un ordre qui vous efface. Si quelqu'un devait lire ces lignes un jour, j'aimerais qu'il y trouve ceci. La durée ne justifie pas l'effacement. L'harmonie qui exige le silence d'un seul est une harmonie fragile. Et la vérité, même tardive, n'est pas une catastrophe. Elle est une clarification. Je me suis levée. J'ai rangé le carnet. J'ai regardé l'appartement, simple, lumineux, sans trace de victoire ni de défaite. Il y avait de l'espace, de l'air, une présence tranquille. Rien n'avait été détruit. Quelque chose avait été remis à sa place. Je n'ai pas cherché à humilier. Je n'ai pas cherché à punir. Je n'ai pas cherché à avoir raison. J'ai simplement cessé de protéger un mensonge qui me boit. Niet. Et si cette histoire devait se conclure par une seule vérité, ce serait celle-ci, simple, ferme, définitive, comme une ligne enfin tracée au milieu de tant d'années confuses. Le silence peut aussi être une forme de justice. Je n'avais pas encore découvert quoi que ce soit de concret. Pas de preuves, pas de documents, rien de tangible. Mais je savais déjà que cette phrase marquait une frontière. Avant, je me taisais pour préserver l'équilibre. Après, je me tairais pour observer. Je n'ai pas pensé à partir. Pas encore. Je n'ai pas pensé à confronter, ni à comprendre. À cet instant, une seule chose comptait. Admettre que je pouvais me tromper depuis des décennies, sans être folle, sans être faible. Simplement parce que l'on m'avait laissé croire que ne pas savoir était une preuve d'amour. Quand je me suis levée, la nuit était tombée. J'ai éteint la lumière de la cuisine. Et dans l'obscurité tranquille, j'ai reconnu une vérité simple, presque banale, mais profondément dérangeante. Si je croyais le connaître, c'est peut-être parce que je n'avais jamais eu accès à sa vérité. Je ne savais pas encore comment. Je ne savais pas encore jusqu'où. Mais je savais une chose. Ce soir-là, j'avais cessé de confondre le silence avec la confiance. Revenir sur le passé n'a pas été un refuge, mais une nécessité. Pour comprendre comment j'avais pu croire si longtemps que je connaissais l'homme avec qui je vivais, il me fallait regarder sans indulgence la femme que j'avais été et les choix silencieux que j'avais faits. Quand je l'ai rencontré, j'avais déjà une vie derrière moi. Des études, un travail, des amitiés solides. Je n'étais ni naïve ni en manque. Lui m'a séduite par sa retenue. Il parlait peu, mais semblait savoir exactement ce qu'il faisait. Dans un monde où tout s'explique et se commente, cette économie de mots m'a paru rassurante. J'y ai vu de la maturité, de la profondeur. Je n'ai pas vu le verrou. Nous nous sommes mariés sans éclat. Une cérémonie simple, des promesses sobres, l'impression d'entrer dans quelque chose de stable. Il disait que les grandes démonstrations étaient inutiles. Moi, je l'ai cru. Je pensais que l'amour adulte se reconnaît à sa discrétion. J'ignorais qu'il pouvait aussi se cacher derrière elle. Très vite, une répartition s'est installée sans discussion. Lui gérait ce qu'il appelait les choses sérieuses. Les papiers, les décisions importantes, les relations professionnelles. Moi, je faisais vivre le reste. La maison, les rythmes, les attentions. J'aimais cette place. Elle me donnait le sentiment d'être indispensable. Et ce sentiment a longtemps suffi à me faire taire. Il disait souvent que certaines choses étaient compliquées, que je n'avais pas besoin de m'encombrer l'esprit. Il le disait gentiment, presque avec sollicitude.
Fais à moi confiance, ajouta-il. Cette phrase est devenue un pilier. J'y ai vu une marque d'intimité, alors qu'elle traçait déjà une frontière. Les années ont passé sans heurts visibles. Pas de disputes violentes. Pas de rupture spectaculaire. C'est ce qui rend aujourd'hui mon histoire si difficile à raconter. Comment expliquer l'absence quand il n'y a pas eu de cri? Comment nommer le manque quand tout semble fonctionner? Je croyais le connaître parce que je connaissais ses habitudes, ses horaires, ses silences, ses gestes précis. Je savais comment il rangeait ses affaires, comment il évitait certaines conversations, comment il concluait les discussions d'un ton définitif. Je confondais familiarité et connaissance. Je pensais que vivre longtemps avec quelqu'un suffisait à le comprendre. Il y a eu pourtant des moments où une gêne a affleuré, des conversations interrompues quand j'entrais dans une pièce, des décisions annoncées une fois prises, des projets évoqués, sans détail. Je me disais que ce n'était pas important, que poser trop de questions risquait de troubler l'équilibre que nous avions construit. J'ai choisi la continuité plutôt que la clarté. Je me souviens d'un dîner entre amis, il y a des années. Quelqu'un lui a posé une question sur un dossier récent. Il a répondu avec assurance. Je l'écoutais, et je me suis rendu compte que je n'avais jamais entendu parler de ce dont il parlait. J'ai souri. J'ai hoché la tête. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Aujourd'hui, ce souvenir me revient comme un signal ignoré. Avec le temps, j'ai appris à ne pas demander, à ne pas insister, à ne pas montrer mes doutes. Je me disais que c'était cela, la loyauté. Que l'amour se mesure à ce que l'on accepte de ne pas savoir. Je ne voyais pas encore que cette loyauté ne fonctionnait que, dans un sens, la vie d'avant n'était pas malheureuse. Elle était confortable, organisée, prévisible. Et c'est précisément ce qui la rendait dangereuse. Parce qu'on s'habitue très bien à une vérité incomplète quand elle ne fait pas mal immédiatement. On appelle cela la paix. On oublie que la paix sans vérité est une trêve fragile. Je ne me sentais pas dominée. Je me sentais protégée. Cette illusion a été la plus tenace. Elle m'a empêché de voir que la protection supposée m'éloignait peu à peu de mes propres repères. Je cessais de poser des questions. Je cessais de vérifier. Je cessais, doucement, d'exister comme sujet à part entière. En repensant à cette vie d'avant, je ne ressens ni colère brûlante, ni honte écrasante. Je ressens une lucidité tardive. J'ai compris que croire connaître quelqu'un n'est pas une preuve de proximité. C'est parfois le signe que l'on a accepté trop vite ce qui ne nous était jamais offert. La vérité entière. Ce passé n'était pas un mensonge absolu. Il était une construction partielle, soigneusement entretenue. Et vivre dans une construction partielle pendant des décennies finit toujours par laisser une faille. Je ne le savais pas encore, mais cette faille allait bientôt s'ouvrir. Et ce que je croyais connaître depuis si longtemps allait enfin se dévoiler, non par une confession, mais par un détail irréfutable. Ce jour-là, je comprendrais que me tromper depuis des décennies n'était pas une faiblesse. C'était le résultat d'un silence que l'on m'avait appris à appeler confiance. Les premiers signes n'ont jamais pris la forme d'un refus clair ou d'une mise à l'écart brutale. Ils se sont insinués dans le quotidien avec une discrétion presque élégante, comme si tout avait été pensé pour ne jamais provoquer de rupture visible. À l'époque, je les appelais des détails. Aujourd'hui, je sais qu'ils formaient déjà une structure. Il y avait ces moments où ils cessaient de parler quand j'entrais dans une pièce. Pas un silence abrupt. Plutôt une phrase laissée en suspens, un regard qui se détournait, une conversation qui reprenait plus tard, ailleurs, autrement, je me disais qu'il finirait par m'expliquer. Il ne le faisait pas. Et je n'insistais pas. Puis, il y a eu les décisions. Pas les grandes, celles que l'on annonce solennellement, mais les petites, répétées, presque invisibles. Un rendez-vous déplacé sans m'en informer. Une dépense engagée dont j'apprenais l'existence après coup. Un projet évoqué comme une évidence alors que je n'en avais jamais entendu parler. Quand je posais une question, il répondait par une phrase courte, définitive. C'est réglé. J'ai géré. Ne t'inquiète pas. Ah, ces mots fermaient les conversations sans les clore. Vraiment. Ils laissaient entendre que la suite ne me concernait pas. Et j'acceptais. Parce que je croyais que faire confiance, c'était aussi ne pas interroger. Peu à peu, j'ai senti que mon avis devenait accessoire. Pas inutile, non. Accessoire. On me consultait parfois, pour la forme. On m'informait souvent trop tard. Je continuais pourtant à remplir mon rôle avec application.
J'organisais la maison, les repas, les relations familiales. J'étais celle sur qui l'on pouvait compter. Cette utilité me donnait l'illusion d'être encore au centre. Les humiliations, quand elles sont apparues, étaient enveloppées d'humour. Une remarque sur ma mémoire devant des amis. Une plaisanterie sur mon manque supposé de sens pratique. Une correction glissée dans une conversation, comme une précision nécessaire. Je riais, je minimisais. Je me disais que j'étais trop susceptible, que ce n'était rien. Je ne voulais pas être celle qui crée un malaise. Je me souviens très bien d'un dîner, il y a des années. Nous étions plusieurs autour de la table. Quelqu'un lui a posé une question sur un dossier récent. Il a répondu avec assurance, entrant dans des détails que je découvrais en même temps que les autres. J'ai senti une chaleur me monter au visage. Non de honte, mais de décalage. Je n'avais jamais entendu parler de ce qu'il décrivait. J'ai souri. J'ai baissé les yeux. J'ai avalé ce moment comme on avale quelque chose d'amer, rapidement. À partir de là, j'ai commencé à douter de mes propres perceptions. Quand un malaise apparaissait, je cherchais d'abord l'erreur en moi. Avais-je mal compris? Était-ce vraiment important? Était-ce le bon moment pour en parler? Je repoussais toujours. Plus tard. Un autre jour. Quand ce sera plus calme. Ce jour n'est jamais venu. Il y avait aussi ses absences. Pas des absences franches, annoncées. Des absences floues. Des retours tardifs expliqués trop vite. Des appels pris à l'écart. Je ne posais pas de questions. Je me disais que respecter l'autre, c'était aussi respecter ses zones privées. Je confondais respect et effacement. L'argent est devenu un terrain sensible. Rien de brutal. Pas de manque évident. Mais des projets repoussés sans raison claire. Des dépenses que je devais justifier, alors que j'avais toujours géré avec prudence. Quand je faisais remarquer une incohérence, il répondait que je ne voyais pas tout, que certaines choses me dépassaient. Cette phrase m'a blessée plus profondément que je ne l'ai admis, parce qu'elle remettait en cause ma légitimité même à comprendre. Avec le temps, j'ai pris l'habitude de cette place légèrement en retrait, présente sans être informée, aimante sans être consultée, utile sans être reconnue. Je continuais pourtant à appeler cela un couple solide. Je me rassurais en me disant que toutes les relations longues finissent par se transformer ainsi, que c'était le prix de la durée. Mon corps, lui, n'était pas d'accord. Une fatigue persistante. Des nuits hachées. Une tension diffuse que je ne parvenais pas à expliquer. Je me réveillais parfois avec l'impression d'avoir oublié quelque chose d'essentiel, sans savoir quoi. Ce malaise était le seul endroit où la vérité se manifestait encore. Un jour, je me suis surprise à penser que je vivais à côté de ma propre lit. Cette pensée m'a effrayée. Alors je l'ai chassée. Je n'étais pas prête à regarder ce qu'elle impliquait. Il m'aurait fallu remettre en question trop de choses à la fois. Avec le recul, je comprends que ces petits rejets, ces humiliations feutrées, ces silences organisés, n'étaient pas des accidents. Ils dessinaient un cadre précis. Un cadre où je pouvais être présente sans déranger, fidèle sans savoir, aimante sans exister pleinement. Je croyais le connaître parce que je m'étais habituée à cette version de lui. Je ne voyais pas encore que cette habitude m'avait éloignée de moi-même. 30, 40 années de silence ne se construisent pas sur un seul mensonge. Elles se bâtissent sur une suite de concessions, acceptées au nom de la paix. Et ce jour-là, sans le savoir encore, je m'approchais du point où cette paix factice ne suffirait plus. La vérité n'était pas encore apparue. Mais le terrain était prêt. La goutte d'eau n'est pas arrivée dans un moment de crise. Elle s'est présentée dans un instant banal, presque insignifiant, comme si la vérité avait attendu que je cesse de la redouter pour se montrer. C'était un matin ordinaire. Il était sorti plus tôt que d'habitude, sans explication particulière. La maison était silencieuse, rangée, fidèle à cette impression de normalité que j'avais entretenue pendant des décennies. J'avais décidé de trier un meuble du bureau, celui où s'accumulaient des dossiers anciens, des papiers que l'on garde par habitude, plus que par nécessité. Je ne cherchais rien. Je voulais simplement faire de la place. Au fond d'un tiroir, derrière des chemises cartonnées jaunies, j'ai trouvé une enveloppe épaisse. Elle portait notre adresse, une date ancienne et un cachet officiel. Je ne l'avais jamais vue. Pourtant, elle était là depuis des années, à portée de main. Cette pensée m'a traversée comme un frisson. Je l'ai ouverte sans précipitation.
À l'intérieur, un document administratif, parfaitement en règle. Un acte signé de sa main. Une décision engageante, prise seule, plusieurs années auparavant. Mon nom figurait sur le papier, clairement mentionné, mais pas ma signature. Pas mon accord, pas même une trace de consultation. Il s'agissait d'un engagement important, lié à un bien que je croyais commun, utilisé ailleurs, dans un cadre dont je n'avais jamais entendu parler. Je me suis assise lentement. Le papier reposait sur mes genoux. Je relisais les lignes une à une, non pour comprendre, tout était déjà clair, mais pour vérifier que je ne me trompais pas. Les dates correspondaient à ces périodes floues, ces années où l'argent semblait toujours tendu sans raison précise, où les projets étaient repoussés, où certaines questions recevaient des réponses évasives. Après, ce n'était plus une impression. Ce n'était plus une intuition. C'était un fait. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai ressenti quelque chose de plus profond, plus calme, la certitude froide que je n'avais jamais occupée, la place que je croyais être la mienne. Je n'avais pas été simplement tenue à l'écart par négligence. J'avais été exclue par choix. Je me suis souvenue de toutes ces fois où il m'avait dit « Fais à moi confiance ». Je comprenais enfin que cette confiance n'était pas un lien réciproque. C'était un outil. Mon silence avait servi de couverture. Mon absence de questions avait facilité des décisions qui ne m'auraient jamais été expliquées. Quand il est rentré ce soir-là, j'étais calme. Étrangement calme. Trop calme, peut-être. J'avais posé le document dans une chemise, sur la table du salon. Nous avons dîné comme d'habitude. Des phrases anodines, des gestes familiers. Il n'a rien dit. Pas une allusion. Pas une hésitation. Cette normalité parfaite, alors que la preuve reposait à quelques mètres, a achevé de dissiper le moindre doute. Après le repas, j'ai pris la chemise et je l'ai posée entre nous. « Tu peux m'expliquer ça ?» Il a blêmi. Juste un instant. Puis, son visage s'est recomposé. Il a pris le document, l'a parcouru rapidement, comme s'il le découvrait lui-même, et a soupiré. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Cette phrase, je l'avais entendue toute ma vie. Elle avait toujours suffi à refermer les discussions. Cette fois, elle est tombée à plat. Il a parlé ensuite de précautions, de décisions prises pour notre bien, de choses trop compliquées à expliquer à l'époque, de responsabilité, de protection. Il parlait calmement, avec cette assurance tranquille, qui avait si longtemps neutralisé mes doutes. Je l'écoutais sans l'interrompre, et soudain, tout devenait limpide. Ce qui me blessait le plus n'était pas l'acte lui-même. C'était cette évidence. Il n'avait jamais envisagé que j'avais le droit de savoir, que j'étais une partenaire, pas une figurante. Tu n'avais pas besoin d'être mêlée à ça, a y conclu. Cette phrase contenait tout. Mon effacement, sa certitude, l'architecture entière de notre vie commune. Je n'ai pas répondu. Je me suis levée, j'ai rangé le document, et je suis montée me coucher. Il ne m'a pas retenue. Il croyait sans doute que, comme tant de fois auparavant, le silence ferait son œuvre. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est définitivement déplacé. Je n'étais plus face à un homme qui cachait. J'étais face à un système construit sur mon ignorance. Et pour la première fois, je ne me demandais plus comment préserver l'équilibre. Je me demandais comment reprendre ma place. La goutte d'eau avait fait déborder le vase. Et ce débordement n'appelait ni cri, ni reproche. Il appelait une réponse lente, réfléchie, irréversible. Les nuits qui ont suivi ont pris une densité nouvelle. Pas de cauchemar, pas de panique. Une veille lucide, presque attentive. Comme si mon esprit, longtemps maintenu dans l'ombre, avait enfin reçu l'autorisation de regarder sans détour. Je dormais peu, mais je ne me sentais pas fatiguée. Chaque réveil ramenait la même certitude calme. Je savais. Je me levais avant l'aube, quand la maison est encore neutre, débarrassée des rôles du jour. J'allais m'asseoir à la table de la cuisine, sans allumer la lumière. Les silhouettes familières prenaient une autre forme. Les meubles que j'avais choisis, entretenus, défendus, semblaient témoins d'une histoire parallèle dont je n'avais pas eu les clés. Je les regardais sans colère, avec une curiosité tardive. Je repassais les faits, le document, les dates, les phrases prononcées au fil des années. Tout s'assemblait avec une précision implacable. Ce que j'avais pris pour des oublis était une méthode. Ce que j'avais appelé discrétion était une frontière. Je n'essayais plus de comprendre ses raisons.
Cette question m'aurait ramené au terrain ancien de l'excuse et de la conciliation. Je n'avais plus besoin de raison. J'avais besoin de cohérence. Je me suis interrogée sur ma propre part, non pour me condamner, mais pour être juste. J'avais accepté de ne pas savoir. J'avais confondu l'harmonie avec l'absence de conflit. J'avais cru que l'amour se mesurait à la capacité d'endurer sans poser de questions. Cette croyance m'avait tenue droite longtemps, mais elle m'avait aussi éloignée de moi-même. Reconnaître cela n'était pas une humiliation. C'était un point d'appui. Je priais parfois, en silence, pas pour que les choses s'arrangent, pas pour qu'il se transforme soudain en quelqu'un d'autre. Je priais pour rester clair, pour ne pas laisser l'amertume prendre la direction, pour ne pas transformer cette lucidité tardive en violence inutile. Je ne voulais ni éclat ni revanche. Je voulais une réponse juste, posée, durable. À côté de moi, il dormait mal. Je le sentais à ses réveils brusques, à ses allées et venues nocturnes. Il savait que quelque chose avait changé. Il ne savait pas encore quoi. Et cette incertitude, pour la première fois, n'était plus la mienne. Je ne posais aucune nouvelle question. Les explications tardives n'auraient rien réparé. Ce qu'il aurait consenti à dire aurait été filtré, arrangé, destiné à préserver sa position. Je ne cherchais plus la vérité dans ses mots. Alors j'ai commencé à observer autrement. Non plus comme une épouse qui attend, mais comme une femme qui reprend possession de sa réalité. Je notais mentalement les incohérences, les allusions, toutes les décisions prises sans moi, sans émotion ajoutée, avec précision. La lucidité n'est pas une explosion, c'est une discipline. Un après-midi, je suis sortie marcher longtemps. L'air était vif. Mon corps respirait plus profondément. J'ai compris que quelque chose se réorganisait aussi physiquement. Je me suis arrêtée dans un café où personne ne me connaissait, personne n'attendait rien de moi. Cette absence d'attente m'a apaisée plus que je ne l'aurais cru. En rentrant, j'ai ouvert un tiroir et trouvé un carnet vierge. Je l'ai posé sur la table. J'ai écrit la date, puis j'ai commencé à noter ce que je savais. Pas des reproches, pas des émotions, des faits, des décisions, des documents, des périodes floues, désormais éclairées. Écrire n'était plus une plainte. C'était une mise en ordre. Je me suis aussi demandé ce que je voulais réellement. Pas ce qui serait logique, pas ce qui préserverait l'image, ce que je voulais. La réponse est venue lentement, puis elle s'est fixée. Je voulais cesser d'être celle à qui l'on cache les choses. Je voulais ne plus vivre dans une vérité incomplète. Je voulais être traitée comme un sujet, pas comme un décor. Cette décision intérieure n'a pas déclenché de colère. Elle a déclenché une stabilité nouvelle. Je n'avais pas encore de plan précis, pas encore de démarche concrète. Mais j'avais cessé d'espérer une réparation qui ne viendrait pas. Et ce renoncement à là m'a rendu libre. Un soir, j'ai écrit dans le carnet une phrase simple, presque sèche, qui m'a tenue droite les jours suivants. Ne pas savoir n'est pas une protection quand cela m'efface. À partir de là, tout a commencé à s'ordonner. Le silence que j'avais gardé pendant des décennies cessait d'être une habitude. Il devenait un choix, un silence actif, orienté, prêt à soutenir l'action. Je n'étais plus dans la peur, je n'étais plus dans l'attente. J'étais entrée dans cet espace rare où l'on cesse de se taire pour préserver et où l'on commence à se taire pour préparer. La préparation n'a pas commencé par une annonce ni par un geste spectaculaire. Elle a pris la forme d'une rigueur nouvelle, presque austère, que j'ai accueillie avec soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, mes pensées n'étaient plus dispersées. Elles avançaient dans une direction claire. J'ai commencé par prendre un rendez-vous discret, un lieu neutre, sans lien avec notre cercle habituel. Je ne cherchais ni approbation, ni consolation. Je cherchais des repères, des règles, un cadre. J'ai exposé les faits sans raconter ma vie, les dates, les documents, les décisions prises sans moi. La personne en face de moi a écouté attentivement, puis elle a posé une question simple, presque déstabilisante, par sa sobriété. Avez-vous jamais donné votre accord? Et la réponse était évidente, non. Et dans ce non, tout se redessinait. On m'a expliqué ce que je pouvais faire, et surtout comment le faire sans précipitation. Pas de geste brusque, pas de réaction émotionnelle qui pourrait être retournée contre moi. La loi n'aimait pas les élans. Elle exigeait de la méthode. J'ai compris que cette méthode serait mon allié.
Elle me permettrait d'agir sans me trahir. Ensuite, il y a eu la banque. J'y suis allée seule, un matin ordinaire. J'ai demandé des relevés, des historiques, des explications. J'ai posé des questions précises, sans raconter mon histoire. Les chiffres répondaient mieux que les mots. Ils confirmaient les zones d'ombre. Trop de décisions cohérentes pour être innocentes. Trop d'engagements dissimulés pour être fortuits. J'ai ouvert un compte à mon nom. Un geste simple, presque banal. Et pourtant, en signant, j'ai senti quelque chose se redresser en moi. Cette signature-là était pleine, entière. Elle ne représentait personne d'autre. Je n'avais pas besoin de la justifier. À la maison, rien n'avait changé en apparence. Je continuais à préparer les repas, à parler du quotidien, à répondre calmement. Il croyait sans doute que le temps ferait son œuvre, que mon trouble se dissiperait comme tant d'autres avant lui. Il ne percevait pas que mon silence avait changé de nature. Il n'était plus une capitulation. Il était devenu un écran. J'ai repris le carnet. Chaque soir, je notais ce qui devait l'être. Les démarches effectuées, les documents obtenus, les prochaines étapes. Rien d'émotionnel. Cette discipline me tenait droite. Elle empêchait la peur de prendre la place du discernement. La question de la maison s'est imposée à moi plus lentement. Ce lieu que j'avais façonné, entretenu, habité pendant tant d'années. Il représentait plus qu'un bien. Il était le symbole de ce que j'avais cru construire à deux. Toucher à la maison, c'était accepter que certaines histoires ne se terminent pas là où elles ont commencé. J'ai posé la question, calmement, lors d'un autre rendez-vous. Les réponses ont été claires. Là encore, j'avais des droits. Et surtout, j'avais le temps. Je n'ai rien dit. À personne. Cette discrétion n'était pas de la honte. C'était une protection. J'avais appris, trop tard peut-être, que les confidences prématurées affaiblissent l'action. Je gardais pour moi ce qui m'appartenait désormais, la stratégie. Parfois, une émotion tentait de s'imposer. Une colère sourde. Une tristesse plus lourde. Je les laissais passer sans les nourrir. Elles n'étaient pas des ennemis, mais elles n'étaient plus aux commandes. J'avais compris que la vraie force, à ce stade, consistait à rester aligné. Il me parlait encore de projets, de l'avenir, comme si rien n'était vraiment remis en cause. Je l'écoutais avec une distance nouvelle. Ces mots glissaient sur moi. Ils n'avaient plus le pouvoir d'organiser mon monde. J'avais cessé de me projeter dans une continuité qui m'excluait. Chaque démarche consolidait quelque chose de plus profond que la sécurité matérielle. Elle consolidait ma légitimité intérieure. Je n'agissais pas pour punir. Je n'agissais pas pour humilier. J'agissais pour rétablir un équilibre rompu depuis trop longtemps. Un soir, en refermant le carnet, j'ai compris que le plus difficile était derrière moi. Non pas parce que tout était réglé, mais parce que je n'attendais plus une reconnaissance, qui ne viendrait pas. J'avais déplacé le centre de gravité. La préparation n'était pas une guerre. C'était une réappropriation. Et dans ce calme méthodique, je savais que le moment venu, je n'aurais ni à crier ni à me défendre. Il me suffirait de poser les faits et de rester là, droite, enfin, à ma place. Le moment de la confrontation n'a pas été choisi pour sa force symbolique. Il s'est imposé quand tout ce qui devait être prêt l'était enfin. Un soir ordinaire, sans tension apparente, comme si la vérité avait décidé de se glisser dans la banalité pour ne plus pouvoir être repoussée. J'étais assise à la table du salon. Devant moi, une chemise fine, soigneusement fermée. Pas un amas de papier. Pas un dossier intimidant. Juste l'essentiel. Il est entré à poser ses clés, à jeter un regard rapide autour de lui. Il a senti quelque chose. Cette intuition qu'il avait si souvent utilisée contre moi s'est retournée, pour la première fois, contre lui. Il faut que nous parlions. Et à jeudi. Ma voix était stable. Pas dure. Pas tremblante. Stable autrement. Celle que l'on a quand on ne demande plus l'autorisation d'exister. Il s'est assis sans répondre. Son regard s'est posé sur la chemise. J'ai ouvert, posé le premier document sur la table. Pas le plus grave, le plus clair. Une date, une signature, une décision prise sans moi. Tu reconnais ? Ai-je demandé. Il a hoché la tête, presque mécaniquement. Oui, et alors ? J'ai posé le second document.
Puis le troisième, les montants, les engagements, les correspondances. Rien de spectaculaire. Les faits, dans leur nudité administrative. Il a pâli. Très légèrement. Puis il s'est redressé. Comme s'il allait reprendre le contrôle de la situation. Tu as fouillé, a hâté, a dit. J'ai vérifié. Il a esquissé ce sourire qu'il utilisait autrefois pour désamorcer mes doutes. Que tu dramatises. Tu sais bien que ces choses sont complexes. Je t'ai protégé. Ce mot est tombé entre nous, avec une lourdeur inattendue. Protégé. Toujours ce mot. Non, ai-je répondu calmement. Tu as décidé à ma place de ce que j'avais le droit de savoir. Il a soupiré, longuement. Puis il a parlé. Beaucoup. Des raisons. Des contraintes. De ce qu'il croyait être le bien commun. Il parlait de responsabilité, de maturité. De ce que je n'aurais pas compris à l'époque. Je l'écoutais sans l'interrompre. Ses mots glissaient. Ils arrivaient trop tard pour réparer quoi que ce soit. Quand il s'est arrêté, j'ai posé la dernière feuille sur la table. J'ai consulté. Il s'est figé. Qui? Des professionnels. Et j'ai agi. Le silence qui a suivi n'était pas tendu. Il était vide. Comme si ses arguments venaient de perdre toute gravité. Qu'est-ce que tu veux maintenant? A hâté a-il demandé. Plus bas. Cette question, je me la posais depuis des semaines. La réponse était désormais simple. Je veux que ce qui me concerne ne soit plus décidé sans moi. Je veux récupérer ce qui a été construit sur mon silence. Il a froncé les sourcils. Tu parles de quoi? Des comptes? Des engagements? De la maison? De l'avenir? Il a compris à ce moment-là que ce n'était pas une discussion destinée à se refermer, que ce n'était pas une crise passagère. C'était une ligne tracée. Tu vas partir? A hâté a-il murmuré. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je ne voulais pas transformer cet instant en menace. Je vais choisir, je dis. Il a baissé les yeux. Pour la première fois, je ne voyais plus l'homme sûr de lui. Je voyais quelqu'un confronté à une limite qu'il n'avait jamais envisagée. La fin de mon effacement. Tu sais ce que tu fais? A hâté, a-il demandé. Oui. Je cesse de me taire. Il a tenté de parler du passé. Des années communes. De ce que nous avions construit. Je l'ai écouté, puis j'ai répondu doucement. Ce que nous avons construit ne peut pas tenir si je dois disparaître pour que cela fonctionne. Il n'a plus rien dit. Le silence qui s'est installé n'avait rien de hostile. Il était définitif. Quand je me suis levée, il n'a pas essayé de me retenir. La confrontation n'avait rien de spectaculaire. Elle avait cette clarté nue qui ne laisse plus de place au déni. Ce soir, à la, sans cri, sans larmes, j'avais posé les faits. Et pour la première fois depuis des décennies, je n'avais pas cherché à être comprise. Il m'avait suffi d'être là, droite. Et enfin à ma place. L'éclatement n'a pas eu le visage du scandale. Rien n'a explosé. Rien ne s'est brisé d'un coup. C'est venu autrement, plus lentement, plus sûrement, comme ces maisons qui s'affaissent parce que leurs fondations ont été minées trop longtemps. Les jours qui ont suivi la confrontation ont pris une texture étrange. Il circulait dans la maison avec une prudence nouvelle, comme s'il marchait sur un sol devenu instable. Il parlait moins. Quand il parlait, c'était pour expliquer encore, justifier, arranger les mots, afin qu'ils ressemblent à ce qu'il appelait autrefois l'équilibre. Je l'écoutais sans m'opposer. Ses phrases ne m'atteignaient plus. Elles flottaient, détachées de toute autorité. La famille aperçut le changement avant même qu'il soit nommé. Des appels prudents, des messages vagues, des questions enveloppées de bienveillance. On me demandait si tout allait bien. Je répondais que les choses suivaient leur cours. Cette réponse, simple et neutre, déroutait. On attendait de moi de la colère, des plaintes, peut-être des larmes. Je n'offrais rien de tout cela. Certains ont cherché à minimiser. 30, 40 années de vie commune, disait Aïl. Cela mérite des concessions. Il fallait être raisonnable, compréhensive, préserver ce qui pouvait l'être. Ces mots m'étaient familiers. Ils avaient longtemps guidé mes propres choix. Je les entendais désormais comme un écho d'un passé que je ne souhaitais plus habiter. D'autres se sont tus. Un silence lourd, chargé d'une reconnaissance implicite. Ce Allah savait peut-être. Ou avait deviné, sans jamais oser nommer. Mon refus de me taire venait perturber un ordre plus large que notre couple. Il rappelait à chacun ce que coûte une harmonie, construite sur l'effacement d'un seul. La maison, elle aussi, a changé de statut. Elle n'était plus un refuge, ni un symbole.
Elle était devenue un lieu transitoire. Je cessais d'y projeter des lendemains. Je ne réparais plus ce qui se fissurait. Je ne maintenais plus l'illusion d'une continuité. Chaque pièce me semblait déjà appartenir à une autre temporalité. Il dormait parfois ailleurs, parfois sur le canapé. Aucun conflit ouvert. Aucun reproche frontal. Une distance s'installait, irréversible, sans bruit. Les décisions qu'il avait prises sans moi commençaient à produire leurs conséquences ailleurs. Des questions surgissaient. Des incohérences apparaissaient. Le système qu'il croyait solide se désorganisait sans que j'aie à intervenir. Un soir, il a tenté de parler de compromis, d'arrangements possibles, de ce qui pouvait encore être sauvé. Il employait ce mot comme on s'accroche à une planche. Je l'ai laissé aller au bout, puis j'ai répondu doucement que je ne cherchais plus à sauver, je cherchais à me respecter. Cette phrase a clos la discussion. Définitivement. Je me suis rendu compte que je n'étais plus au centre de l'histoire. Les discussions se faisaient sans moi, les justifications aussi. J'étais devenu extérieur à un chaos que j'avais longtemps contenu seul. Cette distance n'était pas une fuite, c'était une libération. Je pouvais observer sans porter, entendre sans absorber. Il restait une tristesse, pas celle du drame, celle des choses qui se délitent lentement, des habitudes qui disparaissent, des projets qui n'auront jamais lieu. Je l'acceptais sans la nourrir. Elle passait, comme passent les saisons quand on cesse de leur résister. Mais je regardais parfois cet homme avec qui j'avais partagé tant d'années. Je ne voyais plus l'autorité tranquille, ni le pilier supposé. Je voyais quelqu'un confronté à une limite qu'il n'avait jamais imaginée. La fin de mon silence. Cette vision ne m'apportait ni satisfaction ni revanche. Elle m'apportait de la clarté. L'éclatement n'a pas détruit une famille. Il a révélé ce qui ne tenait que par l'effacement d'une seule personne. Les rôles se redistribuaient, les responsabilités aussi. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur de ce qui venait après. Parce que ce qui venait après ne dépendait plus de ses décisions. Il dépendait de mon choix. La nouvelle vie n'a pas commencé par un grand départ, ni par un geste théâtral. Elle s'est installée doucement, comme une respiration que l'on retrouve après avoir longtemps retenu son souffle. Mia, j'ai quitté la maison sans fracas, avec peu de choses. Pas par renoncement, mais parce que je n'avais plus besoin de preuves matérielles pour savoir qui j'étais. Je me suis installée dans un appartement simple, lumineux, à l'écart des lieux chargés de souvenirs. 2 pièces, une cuisine claire, une fenêtre donnant sur des arbres. J'avais choisi cet endroit pour ce qu'il ne disait pas, de mon passé. Aucun rôle à reprendre. Aucune attente à satisfaire. Juste un espace à habiter autrement. Les premiers jours ont été déroutants. Je me réveillais sans urgence. Personne n'attendait que je mette de l'ordre dans le monde autour de lui. Je faisais mon café lentement, parfois sans allumer la radio. J'écoutais les bruits ordinaires de la rue. Ce silence-là n'était pas vide. Il était accueillant. Il ne me demandait rien. Il m'offrait du temps. Je me suis remise à marcher. Longtemps. Sans but précis. Les pas se succédaient d'eux à même. Je découvrais des rues où personne ne me connaissait. Personne ne me regardait comme l'épouse de quelqu'un. Personne n'attendait de moi une réaction mesurée, un sourire approprié. Cette absence d'attente m'a surprise par sa douceur. J'ai recommencé à faire des choix minuscules, presque insignifiants. M'arrêter pour un café sans raison. Acheter un livre simplement parce que la couverture me parlait. Rentrer tard sans me justifier. Ces gestes n'étaient pas des révoltes, ils étaient des confirmations silencieuses. Je pouvais décider, même de presque rien, et cela suffisait à me sentir entière. Les nuits, parfois, ramenaient des images anciennes, pas des cauchemars, des scènes figées, dépouillées de leur charge émotionnelle. Comme si mon esprit classait enfin ce qui n'avait jamais trouvé sa place. Je les laissais passer. Je ne luttais plus. Elles ne commandaient plus mes gestes. Elles devenaient des souvenirs, pas des ordres. Il m'arrivait de penser à lui. Non avec colère, avec une distance étonnamment paisible. Je ne cherchais plus à comprendre ses raisons. Comprendre aurait été une manière de rester lié. Or, je ne voulais plus nourrir ce lien à là. La clarté me suffisait. Je savais ce qui avait été fait. Je savais ce que j'avais choisi. Un message est arrivé un après à midi. Court. Poli. Presque administratif. Il demandait comment j'allais.
J'ai lu, puis posé le téléphone. Je n'ai pas répondu. Pas par dureté. Par cohérence. Je n'avais plus à entretenir un dialogue construit sur mon effacement. La question du pardon s'est présentée sans injonction morale. Je me suis demandé ce que ce mot signifiait pour moi. Pardonner n'était ni oublier, ni excuser, ni revenir en arrière. Pardonner, c'était refuser de laisser l'amertume guider mes choix. Et cela, je pouvais le faire seul, à mon rythme, sans témoin. Mon corps a changé. Mes épaules se sont détendues. Mon souffle s'est élargi. Je dormais plus profondément. Je n'étais plus en alerte permanente. Cette détente n'était pas euphorique. Elle était stable, grave, presque silencieuse. Elle me réparait sans promesse. J'ai repris l'écriture. Pas pour témoigner. Pas pour expliquer. Pour déposer. Des phrases simples. Des souvenirs heureux que je n'avais jamais pris le temps d'habiter. Des pensées sans destination. L'écriture redevenait un lieu, pas un outil. Je me suis surprise à rire. Parfois, un rire, bref, inattendu, devant une scène banale. Un rabais. Ce rire m'a ému plus que je ne l'aurais cru. Il ne comblait pas un manque. Il naissait de moi, sans justification. Je ne dirais pas que tout était réglé. Il y avait encore des moments de solitude, des après-midi plus lourds, des soirs où l'absence se faisait sentir. Mais cette solitude n'était plus une sanction. Elle était un choix. Un espace où je pouvais exister sans me réduire. Le soir, je regardais mon reflet dans la vitre. Une femme marquée par le temps, oui, mais droite, présente. Je ne cherchais plus à être comprise. Je cherchais à rester fidèle à ce que j'étais devenue. Cette nouvelle vie n'était pas une récompense. Elle n'était pas une fuite non plus. Elle était une continuité réinventée. Celle d'une femme qui avait cessé de vivre dans l'ombre d'un silence imposé et qui découvrait, enfin, le calme d'un silence choisi. Je savais qu'un jour viendrait où je n'aurais plus besoin de me raconter l'histoire pour tenir debout. Un jour où le passé cesserait d'exiger des explications, des justifications, des retours en arrière. Ce jour-là n'a pas été solennel. Il s'est glissé dans une matinée claire, quand la lumière s'est posée sur les murs de l'appartement, sans rien demander en échange. Je me suis assise près de la fenêtre, une tasse chaude entre les mains. La rue suivait son cours. Des pas pressés, des voix mêlées, une vie qui avançait sans se retourner. Pendant longtemps, j'avais cru que l'on existe à travers le regard de l'autre. Je découvrais qu'on peut exister pleinement dans l'absence de ce regard, dans cette neutralité qui ne juge pas et n'attend rien. J'ai pensé à la femme que j'avais été, celle qui croyait que l'amour se prouvait par l'endurance, celle qui confondait patience et loyauté, silence et maturité. Je n'éprouvais ni honte ni colère envers elle. Elle avait fait ce qu'elle savait faire. Elle avait tenu un équilibre fragile avec les outils qu'elle avait à portée de main. Tenir si longtemps, parfois, est déjà une forme de courage. Puis j'ai pensé à celle que je devenais, plus lente, peut-être, plus attentive à ce qui se dit sans bruit. J'avais appris que la vérité n'a pas besoin de s'imposer pour être ferme. Qu'elle peut être posée comme une limite claire, sans cri ni menace. J'avais appris aussi que la paix n'est pas l'absence de conflit, mais l'accord profond avec ce que l'on ne peut plus accepter. Je me suis interrogée sur la réparation. On parle souvent de tourner la page, de pardonner, de reconstruire, mais certaines histoires ne demandent pas à être réparées. Elles demandent à être reconnues pour ce qu'elles ont été, puis laissées à leur juste place. Je n'avais pas besoin d'excuses tardives ni de confessions partielles. J'avais besoin de cohérence. Et cette cohérence, je l'avais trouvée en cessant d'attendre. Il restait une tristesse, bien sûr, celle des conversations qui n'auront jamais lieu, des égalités qui n'ont jamais été envisagées, des années vécues à côté de la vérité. Cette tristesse n'était plus une blessure vive. Elle était une ligne fine, intégrée, qui me rappelait le prix de ce que j'avais accepté trop longtemps. Je la portais sans la nourrir. La liberté tardive a aussi un coût. Les habitudes à réinventer. Les silences à habiter seuls. Les fêtes vécues autrement. Mais ce coût n'était plus une punition. Il était le prix juste d'une vie qui m'appartenait. Enfin, et je l'acceptais sans amertume, parce qu'il n'y a pas d'âge pour se choisir. J'ai repris mon carnet, j'y ai relu quelques phrases écrites dans les nuits d'insomnie, quand tout s'alignait enfin. Je me suis rendu compte que je n'écrivais plus pour comprendre le passé, mais pour transmettre une permission. Pas un règlement de compte.
une possibilité. Celle de ne plus se taire pour préserver un ordre qui vous efface. Si quelqu'un devait lire ces lignes un jour, j'aimerais qu'il y trouve ceci. La durée ne justifie pas l'effacement. L'harmonie qui exige le silence d'un seul est une harmonie fragile. Et la vérité, même tardive, n'est pas une catastrophe. Elle est une clarification. Je me suis levée. J'ai rangé le carnet. J'ai regardé l'appartement, simple, lumineux, sans trace de victoire ni de défaite. Il y avait de l'espace, de l'air, une présence tranquille. Rien n'avait été détruit. Quelque chose avait été remis à sa place. Je n'ai pas cherché à humilier. Je n'ai pas cherché à punir. Je n'ai pas cherché à avoir raison. J'ai simplement cessé de protéger un mensonge qui me croit niet. Et si cette histoire devait se conclure par une seule vérité, ce serait celle-ci, simple, ferme, définitive, comme une ligne enfin tracée au milieu de tant d'années confuses. Le silence peut aussi être une forme de justice.